je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour Shoe and Flower. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans le monde de la sorcellerie avec ces deux sorcières que j'ai travaillées ici, telle quelle pour la sorcière de la collection Cabinet de Curiosité. Et puis j'ai modifié encore une fois, il y a eu de nombreuses modifications, coucou, avec mon tampon, l'un de mes tampons préférés chez Shoe and Flower, c'est le tampon de la petite jeune fille des bois là, que j'ai transformé au maximum du maximum, puisque vous allez voir, j'ai gardé peu de choses du tampon, mais bon, je vais vous en reparler un petit peu après. Je ne sais pas si quand je vous publierai cette vidéo, vous aurez vu la vidéo dans les sous-bois juste avant, où je vous parle un petit peu de transformation de tampon. Si c'est pas le cas, vous la verrez après, mais ça n'a pas trop d'importance. Il n'y a pas forcément d'ordre ici, mais voilà, c'est un petit clin d'œil à ce que j'avais déjà fait juste avant. Vous verrez peut-être ça après du coup. Je travaille dans un papier 100% coton ici. C'est le papier Magnani que j'avais eu en test, je crois que c'est ça le nom, que j'avais eu en test au Géant des Beaux-Arts. J'avais fait des mises en couleur à l'aquarelle dessus. Il m'avait plutôt bien convenu pour les mises en couleur de tamponnage. Là, je le teste, vous allez voir, je vais utiliser la technique du mouillé sur mouillé, une technique que j'utilise énormément. Donc, il faut que mon papier, pour qu'il soit validé, il faut que mon papier, il réagisse correctement à cette technique-là, sinon il n'est pas validé à mes yeux, parce que c'est une technique que j'utilise presque tout le temps, donc il faut que le papier résiste bien. Ici, il résiste, il se comporte plutôt bien. Il est dans la même gamme de prix que le papier centenaire, à peu près un poil plus cher, mais on est à même pas 1 euro près. Pour autant, il est bien, mais il ne supplante pas le centenaire et encore moins le Fabriano, hein, du coup, qui est encore dans le haut de gamme. Donc, mais bon, il est validé pour les petites mises en couleur, les tamponnages se font bien dessus. Mais pour les fonds mouillés sur mouillés, attention, il peut créer quelques petits soucis, mais bon, c'est pas un mauvais papier pour autant, hein. J'aime encore moins le papier Fontaine, par exemple, en 100% coton. Et là encore, c'est une question personnelle. Il est beaucoup utilisé, il est beaucoup apprécié par certaines, moins par d'autres. Moi, je fais partie de celles qui l'aiment pas trop, mais voilà, après, si vous l'aimez bien, encore une fois, ne changez rien. Alors, ici, je travaille donc la technique du mouillé sur mouillé. En fait, ce que je vais vous montrer ici, c'est que, en fait, vous allez avoir plusieurs étapes de fond qui pourront être utilisées en fait seules à chacune des étapes. C'est-à-dire que vous pourrez très bien décider à la fin de cette première étape ici que le fond vous convient, c'est l'effet que vous voulez et vous pourrez mettre votre composition dessus. Et puis on peut continuer encore un peu plus le travail avec une étape en plus pour avoir un effet supplémentaire et encore une étape pour avoir des effets comme ça qui vont venir s'ajouter et se compléter mais qui vont donner à la fin une réalisation un petit peu différente. La première étape, c'est je veux me créer en fait une lune avec un halo de lumière. Alors ça, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo tuto. C'était ma petite super-héroïne que j'avais faite sur un nuage, au-dessus du petit village de Victoria Street, Shoe and Flower. Je vous avais déjà expliqué ça. Je vous avais donné le nom de l'aquarelliste d'ailleurs qui utilisait cette technique-là, que j'avais pas forcément vue ailleurs. Vous irez voir dans la vidéo, je vous donne tous les détails et de l'aquarelliste aussi en question. Entre-temps, j'ai eu le temps, moi, de m'entraîner avec cette technique et d'en faire plusieurs après. Pas forcément pour faire des lunes d'ailleurs, mais pour travailler cet effet de halo. Et du coup, j'y ai ajouté ma petite patte, en fait, et mes petites astuces au fur et à mesure. Mais on est sensiblement sur la même technique que ce que je vous ai montré déjà. Donc, je vais pas forcément m'étendre sur le sujet. Donc la première étape, se créer une lune avec un halo de lumière. On peut très bien, et c'était mon idée de départ d'ailleurs, me créer ça. Je voulais mettre mes deux sorcières en fait sur ce fond, des petites taches blanches que vous verrez après. Et voilà, et on a un fond, une page d'art journal, très bien, avec un esprit lune, halo de lumière et un petit voile un peu dessus, sans effet de volume sur la lune. On peut décider de commencer comme ça, et puis de vouloir quand même recréer un peu l'arrondi de la lune, mais tout en légèreté. Ici, c'est ce que j'ai fait avec mon fluide iridescent de Winsor & Newton. J'ai retracé en fait avec un crayon de bois très légèrement mon cercle pour représenter en fait ma forme de lune. Et ensuite, je suis venue sur mon papier sec retravailler comme ça avec le fluide iridescent, juste dilué. J'ai pas de couleur en fait dedans, là j'ai vraiment un mélange transparent, mais j'ai beaucoup de nacre en fait dans ce fluide parce que je l'ai pas beaucoup dilué,
un peu pour qu'il soit facile d'application, mais sans que ce soit non plus une trop grosse proportion d'eau, pour 2 raisons d'ailleurs. La première raison, c'est que je veux un voile, quelque chose de léger. La deuxième raison, c'est que je suis sur une première couche d'aquarelle et si j'ajoute trop d'eau sur mon fond qui est déjà aquarellé, je risque de refaire bouger un petit peu l'aquarelle en dessous. Alors, on n'est pas du tout sur le même médium que les Magical, où dès que vous allez remettre un petit peu d'eau sur votre réalisation, même faire une deuxième couche, vous allez reprendre des pigments en fait et reprendre des pigments dans votre pinceau. Avec l'aquarelle, on n'a pas ce souci-là, hein. L'aquarelle, elle se fixe quand elle est sèche. Par contre, si on remet de l'eau dessus, si on en met trop, on va refaire bouger un petit peu les pigments et on risque de faire bouger un petit peu la couleur. Ici, j'ai une zone blanche avec un peu de bleu tout autour. Si je mets trop d'eau, je vais prendre le risque de faire migrer les pigments en fait bleus sur la partie blanche. Donc il faut l'avoir en tête ça. Et là encore, c'est la pratique qui vous fera comprendre quelle quantité d'eau il vous faut quand vous faites une deuxième couche, une troisième couche, une quatrième couche. En général, on dit que quand on fait une première couche dans l'humide, eh bien, il faut que la deuxième couche, on ait mis un peu moins d'eau que dans la première couche, qu'on ait utilisé un petit peu moins d'eau, et ainsi de suite, au fur et à mesure des couches, jusqu'à la fin où on fait vraiment les petites touches de précision, où là, on est avec une quantité d'eau vraiment très, très limitée. Ça, c'est la pratique, encore une fois. Il n'y a pas de normes écrites de proportion et de calcul scientifiques. Alors, il en existe sûrement, mais c'est vraiment au ressenti et c'est à force de le faire et de vous tromper encore une fois que vous allez comprendre un peu comment ça marche, cette histoire-là. Mais voilà, en règle générale, l'aquarelle, une fois que vous faites votre couche, elle est fixe, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais attention à la quantité d'eau que vous allez rajouter derrière. Donc ici, comme je recommence en fait à travailler donc l'arrondi de ma lune et que je veux quelque chose d'assez dilué parce que je veux pas en fait ma nacre, je veux pas qu'elle soit trop épaisse et trop opaque en fait sur mon fond de page. Il fallait que je dilue beaucoup, mais que je fasse attention à la quantité d'eau que j'allais mettre. Une fois qu'on a ça en tête, j'ai travaillé juste mon cercle comme ça. Donc j'ai fait juste un rond avec juste de la nacre. C'est tout, sans travailler les ombres de chaque côté, juste le fait d'avoir comme ça une petite couche en plus avec une nacre. Si vous n'avez pas de fluide iridescent, vous pouvez utiliser juste un petit bleu, en fait une petite couleur de bleu très 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 diluée que vous allez commencer par passer en fait sur le contour de votre cercle, et plus vous allez vous rapprocher du centre et plus vous allez diluer votre pinceau pour arriver vraiment à avoir de l'eau claire au milieu. Et donc vous allez recréer comme ça un semblant de sphère. L'étape, on sèche, on laisse sécher comme vous voulez. L'étape d'après, c'est de créer un effet d'ombre et on commence à créer un effet de volume. Et dans ces cas-là, on revient, là on reprend un peu de bleu un petit peu plus foncé et on vient créer en fait toute une ombre tout autour du cercle comme ça, comme vous pouvez créer quand on crée des boules, ça je vous ai montré ça plein de fois aussi, surtout sur les boules de Noël, et on vient créer comme ça une ombre tout autour de la lune pour créer les ombres. C'est une autre étape, on peut sécher, on peut faire sa mise en page dessus comme ça. Et la toute dernière étape que je vous ai montrée à la fin, vous referez marche arrière parce que ça va encore trop vite et je n'ai pas le temps de tout vous dire en fonction des images qui défilent. Je suis désolée encore une fois, mais c'est assez compliqué et puis je veux pas amputer ce dont je veux vous parler. La dernière étape, c'est créer des effets de cratères dans votre lune. Et donc ça, je vous l'ai déjà montré aussi, vous pourrez aller voir. C'est un tuto que j'ai fait l'année dernière. C'était ma petite cosmonaute que j'avais fait avec vraiment là un travail de lune, vraiment dans le volume avec des cratères. Donc là, on est un petit peu dans cet esprit, mais un petit peu différent aussi, où je travaille un peu plus en légèreté, parce que je veux pas quelque chose de trop prononcé non plus, de trop bien défini. Donc je suis revenue avec mon aquarelle mon aquarelle bleue, un peu diluée, mais pas trop. Là, c'est un peu subtil, hein. Et je suis venue travailler un petit peu les cratères, pas trop au centre, un peu plus sur les extérieurs. Voilà pour la lune. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer qu'à chaque étape, en fait, on peut s'arrêter après chacune des étapes et on aura en fait un effet de ciel avec une lune un peu différent. Jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est encore un peu différent. Alors, ma sorcière.
Là, elle est tamponnée, donc telle quelle, hein, je ne l'ai pas transformée du tout. Je travaille, en fait, mes aquarelles ici sont les aquarelles Schmick. J'ai travaillé avec, pour le ciel, mais c'est une couleur que j'ai utilisée aussi pour la sorcière. J'ai travaillé avec le bleu foncé de Schmick. Et j'ai aussi l'indigo de Schmick que j'aime beaucoup. Euh, donc voilà, ce sont deux couleurs qui sont assez proches l'une de l'autre. Pas tout à fait pareilles non plus, elles n'ont pas la même composition pigmentaire non plus. Mais voilà, donc deux couleurs que j'ai utilisées pour mon fond. Et ici, en fait, en base, j'ai utilisé le Tundra, qui est une sorte une couleur un petit peu terreuse, extra granuleuse. Attention, si vous n'aimez pas la granulation, ne partez pas dans les couleurs super granuleuses de chez Schmick, parce qu'elles sont vraiment super granuleuses pour le coup. Donc là, c'est le Tundra pour m'apporter une petite base et un petit peu de texture sur la cape. Mais ensuite, tant que c'était humide, je suis revenue avec le bleu foncé Schmick toujours pour refaire une couche et que mes deux couleurs se mélangent l'une à l'autre. Je veux pas forcément l'effet granulation sur la cape ici. Je veux pas cet effet. J'aime bien cet effet granulation sur des fonds, beaucoup moins sur des mises en couleur de personnages. Bon, encore moins sur les couleurs peau par exemple, hein. Mais vraiment sur les habits et tout, j'aime pas trop cet effet-là. Donc par contre, j'aimais bien cette couleur un petit peu subtile et puis ça m'apporte un petit... Quand j'utilise en fond, en fait, ça me permet d'avoir un fond un petit peu avec des contrastes en fait provoqués par la granulation. Mais en fait, je suis venue un peu flouter tout ça en refaisant une deuxième couche avec cette fois mon bleu foncé, un peu dilué de Schmick pour venir unifier tout ça. Puis j'ai travaillé les ombres au niveau des manches. De chaque côté. Donc là, on revient dans l'humide, on peut sécher, donc on laisse sécher, on laisse l'aquarelle travailler un peu quand on estime que c'est suffisant. Quand ça commence à faire des marques aussi, il faut faire attention à ça. Quelquefois, en séchant rapidement, ça peut permettre d'éviter certaines auréoles. Là encore, c'est la pratique qui vous fera comprendre et savoir à quel moment vous voulez l'utiliser ou pas, ce fameux heat gun. Donc ça c'est pour la cape, la couleur peau toujours pareil. Là je suis pas chez Schmick pour la couleur peau parce que j'ai peu de couleurs Schmick. Je suis allée dans ma palette où je garde tous mes rouges et mes roses qui sont pas dans ma palette principale. Donc j'ai pris le rouge carmin je crois, donc c'était un rose pour moi. Avec de la terre de cyane je crois ou de l'ocre jaune pour avoir cette couleur de peau assez diluée. Et puis le chapeau, je le travaille avec le Tundra. Je crois que c'est ça le nom, hein, le Tundra. Et ensuite, je reviens travailler les ombres avec le bleu foncé de Schmick. Il y a des petits détails aussi de fleurettes en fait sur le chapeau que je viens travailler. Pareil avec le pourpre Hélios, je crois. Ou le magenta de quinacridone de Sennelier peut-être, je ne sais plus. Enfin... Bon, là, c'est tout petit, hein, donc vous faites comme... Enfin, dans tous les cas, vous faites comme vous voulez. Alors, le point crucial, vous n'aurez pas toute la partie, enfin tout le détail, puisque j'étais vraiment pas sûre de moi sur ce coup-là, et j'ai pas tout filmé, parce que j'ai fait plein de tests. J'ai fait plein de tests. J'ai pas fait plein de tests, j'ai fait un test, et je vous montre juste le résultat du test. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tamponné le motif de ma petite jeune fille des bois. Elle a son petit panier, si vous vous souvenez, des petites feuilles. Je voulais pas l'utiliser encore une fois avec ce même décor, parce qu'elle a un panier, voilà, on est encore dans le même thème. Et je voulais pas en fait la travailler avec un panier, je voulais vraiment deux sorcières, des sœurs, quoi, vraiment qui se ressemblent un petit peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais garder que la tête, Frankenstein. Je vais garder que la tête et puis je vais essayer de lui redessiner en fait un corps mais assez flou quoi, je vous le dis encore, je suis pas bonne en dessin, donc je peux pas lui recréer des bras tout comme il faut. Faudrait que je m'y essaye, mais puis c'est pas ce qui m'intéresse là. Donc je me suis dit je vais lui créer une forme comme ça. Alors comment j'ai fait ? C'est que j'avais mon gabarit en fait de tamponnage avec la jeune fille des sous-bois en tiers, donc en pied comme on dit. Je l'avais détouré tout bien comme il faut. Et ensuite, sur mon papier aquarelle, j'ai redessiné en fait les contours de sa silhouette avec mon crayon de bois pour me garder en fait les proportions du tampon. Et ensuite, donc je me suis retrouvée avec des contours seulement. J'ai fait aussi au niveau du décolleté pour avoir aussi l'encolure.
Je l'ai modifié un petit peu, mais pour garder surtout les proportions, parce que c'est ce qui j'ai plus de mal en fait à dessiner, c'est les histoires de proportions sur le corps en fait, que ce soit harmonieux. Donc là, ça me permettait d'avoir une silhouette comme ça. Et ensuite, je suis venue redessiner un modèle de cape. Donc là, je me suis inspirée du tampon de la sorcière, du cabinet de curiosité. Et donc, j'ai redessiné au crayon de bois une forme de cape. Et puis voilà, donc ce qui fait un habit qui ressemble, qui voilà, très très ressemblant par rapport à l'habit de la sorcière du cabinet de curiosité, sans être tout à fait pareil non plus. Mais voilà, on est dans le même esprit. Et du coup, par contre, je garde son beau visage et ses cheveux. Et je vais venir, comme ça, poser et coller la tête sur cette silhouette que j'ai dessinée et ensuite que j'ai mis en couleur. La mise en couleur est réalisée tout comme l'autre tampon de sorcière. Donc, vous avez une petite partie de mise en couleur que je vous ai gardée là en vidéo. Vous ferez marche arrière, mais c'est la même mécanique. Là, je suis en train de travailler les cheveux. Les cheveux, je ne m'embête pas. Je me suis acheté... En fait, j'ai fait une recherche sur... comment sur les couleurs avec les histoires de pigments à l'intérieur. Là encore, je vous le redis, hein, j'ai fait une vidéo sur la composition de vos aquarelles et les histoires de pigments. Je vous le redis, c'est pas important de le savoir si vous débutez. Si ça vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous titille un petit peu, vous pourrez aller voir. C'est pas du tout essentiel quand on débute. Par contre, quand on commence un petit peu à s'intéresser aux couleurs et à la composition, quand on commence à constater certaines choses dans nos aquarelles aussi, en fonction des couleurs qu'on utilise, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et en fait, je me suis intéressée à mes couleurs foncées en fait dans mes palettes, et notamment à mes couleurs avec des pigments noirs à l'intérieur. Et moi, ce que je recherche en fait, pour aller vite, c'est un gris, mais un gris neutre. Et neutre pour moi, c'est un gris qui soit ni chaud ni froid, enfin plus froid que chaud d'ailleurs, mais vraiment un gris, voilà, et qu'on soit pas dans le taupe non plus, pas dans le sépia, enfin vraiment gris. Et souvent les gris, ce qu'on appelle les tons neutres ou les gris un peu neutres, quand on regarde la composition pigmentaire, il y a souvent des pigments rouges et des pigments oranges à l'intérieur. Et du coup, moi, s'il y a un pigment rouge, ça va pas m'aller parce que je vais pas avoir la tonalité qui m'intéresse. Donc j'ai cherché en fait dans les godets d'aquarelle, justement chez Schmick, parce que c'était une gamme d'aquarelle que j'ai pas beaucoup, en fait, j'ai certaines couleurs seulement. Et j'ai essayé de regarder chez Schmick un godet de noir qui soit en fait avec un pigment noir qui soit pas trop chaud ni trop froid. Enfin voilà, bon bref. Et donc j'en ai trouvé un. Je vous en parle pas tout de suite parce que je vous en parle pas. C'est pas, y a pas de secret, mais je veux encore un peu le tester pour voir un peu ce qu'il donne. Mais voilà. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce que du coup, c'est même pas du grit paint, c'est vraiment je crois que c'est le noir charbon, un truc comme ça. Et en fait, quand je le dilue, c'est un gris pour moi qui est bien neutre et qui me permet de travailler mes ombres, en fait, tout simplement. Et qui, quand il est utilisé plutôt pur, me donne une couleur de noir très facile, basique. C'est pourquoi je vous dis ça, tout ça. C'est parce que c'est ce que j'ai utilisé pour les cheveux de la sorcière. J'ai pas fait de mélange. Hein, le noir, c'est les 3 couleurs primaires ensemble. Toujours intéressant de créer ses propres noirs quand même, parce qu'on a toujours des nuances de rouge ou nuances de jaune, de bleu, de vert, suivant les proportions. C'est toujours intéressant. Là, j'avais pas envie de nuances spécialement, je voulais aller vite, donc mon godet noir me suffisait largement. Vous regarderez dans vos palettes, que si vous achetez des palettes toutes faites dans le commerce, que ce soit chez Sennelier ou chez Winsor & Newton, pour prendre les 2 plus grandes marques, Daniel Smith aussi bien sûr, mais voilà, les 2 marques principales en tout cas en France, vous avez souvent un godet de blanc et un godet de noir. Donc regardez un petit peu le godet noir, comment il réagit, il peut être très pratique. Là encore, si vous débutez l'aquarelle, il vaut mieux commencer à s'exercer sans le blanc et sans le noir pour comprendre un petit peu comment ça marche, la transparence de l'aquarelle, tout ça. Et puis ensuite, vous irez faire vos propres explorations avec d'autres couleurs. Mais le blanc et le noir sont deux godets d'aquarelle qui sont bien particuliers et qu'on peut utiliser sans souci, mais voilà, pour certains effets. Donc quand on débute, il vaut peut-être mieux commencer par les laisser un petit peu de côté pour bien explorer l'aquarelle et la transparence de l'aquarelle, et puis ensuite y revenir. Donc voilà pour la sorcière. Le chapeau, vous aurez reconnu le petit chapeau du doudou sorcier. Ça c'est pareil, j'avais fait ma réalisation filtre d'amour. On a à peu près le même esprit.
Et puis j'ai fait des gouttes de Posca blanc sur mon fond de page avec mon Posca. Je me suis créé des petites étoiles, là encore, c'est ce que j'avais fait dans ma page d'art journal avec la cosmonaute. Sur certaines gouttes de Posca blanc, j'avais recréé des étoiles un peu plus prononcées. Vous irez voir. Donc là, j'en ai fait certaines aussi sur le fond. Vous avez Laureline qui fait ça à merveille sur ses réalisations. Alors moi, là, c'est pour donner un côté un peu de ciel étoilé qui scintille. Laureline, elle place ses étoiles de façon à ce qu'on ait on a l'impression qu'on a des paillettes sur les objets, en fait, et sur les différents éléments qu'elle met sur... Elle choisit bien les emplacements, en fait, et il y a un effet encore un petit peu différent. Vous irez voir ses réalisations, vous les connaissez, hein. Mais voilà, Laurine, elle est experte pour ça. Moi, voilà, c'est vraiment des petites étoiles pour accentuer un petit peu les étoiles dans le ciel. Mais voilà, juste comme ça, j'en ai fait plusieurs. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, vous voyez ma lune. Donc, vous voyez entre la première étape de séchage, au tout début de la vidéo, où ça me fait un halo de lumière, vous voyez bien que là, avec quelques étapes supplémentaires, on n'est plus dans ce halo de lumière, on est vraiment sur une lune ronde avec des effets en fait de volume. On a les cratères un petit peu, on peut aussi penser à la place des cratères à des nuages qui passeraient par-dessus. Et puis, donc, j'ai fait un liseré tout autour, hein, vous aurez vu aussi, pour travailler un petit peu encore plus le bombé. Et puis, à la toute fin, en fait, j'ai voulu mettre mes sorcières à l'intérieur de la lune un peu. Et donc, en fait, j'ai coupé le bas enfin, je les ai positionnés sur mon fond de page tel que je voulais les mettre. J'ai repositionné mon gabarit, c'était un bol hein, pour me faire mon rond, vous avez vu. J'ai remis le bol, en fait, sur l'emplacement, en fait, de mon rond. Et j'ai, en fait, avec un trait de crayon, j'ai fait l'arc de cercle. J'ai découpé le bas, en fait, des robes des deux sorcières. Et ensuite, du coup, pour qu'elles viennent vraiment s'insérer dans mon cercle, dans ma lune, qu'on ait l'impression qu'elles rentrent un petit peu dans l'image. Là, on a un petit trompe-l'œil aussi qui est encore différent que si je les avais laissés vraiment en fait devant avec le plat en fait le bord bien droit de la page. Donc voilà, donc des effets différents suivant ce que vous voulez faire. Vous voyez, la technique commence pareil et au fur et à mesure, en retravaillant les couches et en retravaillant les détails et les contrastes, toujours ombre et lumière, on va avoir un effet de fond en fait qui sera complètement différent pour qu'à la fin on ait l'impression que les sorcières elles sont à l'intérieur d'un cadre un petit peu avec une lune derrière. Elles sont un peu dans la galaxie, je sais pas, vous y verrez ce que vous voudrez là encore une fois. Le titre, ça vient de la planche de tampon avec la sorcière du cabinet de curiosité. J'avais repris certains détails avec un crayon gel pailleté argenté. Voilà. Bon, j'ai fait le visage de la sorcière de gauche. Elle est un peu palote, hein, ma sorcière, c'est parce que j'ai laissé enfin j'ai pas refait un jus pour ma couleur de peau et en fait je l'avais un petit peu dilué pour travailler certains détails et je l'ai pas recommencé. Donc du coup j'ai travaillé avec ce jus-là, il était un petit peu... Je pense qu'une deuxième couche aurait pas été de trop. Bon, elle a un teint blafard un peu, hein, pourquoi pas, hein, c'est une sorcière aussi. Donc, et puis elles sont pas forcément la même carnation de peau non plus toutes les deux, mais voilà, elle fait un peu, il y a une sorte de masque comme ça, un petit peu blanc. Bon là sur les photos c'est pire, mais elle est pas si blanche que ça quand même. Là, ça fait vraiment, elle fait un peu peur là sur cette photo, mais elle est pas aussi blanche que ça quand même. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Ma page ici fait 18 par 18. Je commence un nouveau carnet, mais je travaille sur feuille libre. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Donc je travaille sur... donc mes hauteurs de page feront 18, pas plus. Et ensuite, vous verrez peut-être, si j'ai pas publié cette vidéo-là encore, mes pages maximales de large feront 25 cm, je crois que c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, et je vais faire un carnet autour de ça pour travailler sur des plus grands supports et sur du bon papier en même temps. Et tout regrouper dans des carnets parce que c'est ce que j'aime vraiment, et éviter de plier mes pages aussi, parce que même si c'est quelque chose qui me dérangeait pas forcément au début, donc sur les premiers carnets que j'ai faits, là de plus en plus, surtout les pages pour chevaux, ça m'embête de les plier maintenant, donc voilà, j'essaye de trouver quelques petites solutions pour éviter ce petit souci-là. Voilà, comme quoi on évolue tout le temps. Je vous laisse avec la dernière photo, j'espère que ça vous aura plu, et puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.